il faut Puis, donner la parole maintenant. Alors, pour Brest Métropole, je pense que c'est Ronan Pichon qui va intervenir avec, Sandrine Micol. Est-ce que vous pourriez, l'un ou l'autre, ou vous 2 si vous, le souhaitez, heu, présenter les actions de Brest Métropole peut-être en lien avec les transitions économiques et puis, parler un petit peu peut-être des actualités, du moment pour ça? On va effectivement faire une présentation à 2 voix, hein, puisque, moi je suis donc, Ronan Pichon, moi je suis vice-président à Brest Métropole et puis, Sandrine Micol travaille, au service développement économique de Brest Métropole. Donc, moi je vais juste donner, quelques propos, quelques éléments de contexte et puis, Sandrine pourra, approfondir sur des aspects plus précis et plus techniques. Mais, Brest Métropole, étant dans le soutien à la transition dans l'économie depuis pas mal de temps, puisque au début du mandat dernier, en 2015, on a initié une stratégie métropolitaine de développement économique dans lequel il y avait déjà ces priorités-là qui étaient inscrites. C'est quelque chose qui s'est développé. Moi, je l'ai soutenu, d'abord à l'époque, j'étais, vice-président en charge de l'économie sociale et solidaire, donc c'était un des leviers importants, lorsqu'on parle, à la fois de transition dans l'économie et de coopération, mais l'économie sociale et solidaire n'a pas le monopole de ces actions-là, heureusement. Et nous avons initié, il y a 2 ans maintenant presque, un appel à projet qu'on appelait, l'appel à projet pour réussir les transitions dans l'économie, qui est un appel à projet donc, ouvert et qui se veut roulant. Alors, les circonstances ont fait que les fonctionnements ont été un peu un peu perturbés ces derniers mois, mais ça, c'est indépendamment de notre volonté. On a bien l'intention de continuer. Donc un appel à projet qui a pour vocation, de favoriser à la fois, l'émergence de projets entrepreneuriaux qui s'engagent dans la transition écologique, mais aussi, pour favoriser, la transition écologique dans des entreprises existantes, pour les aider aussi à réaliser cette transition. Parce que, la transition, enfin les transitions écologiques dans l'économie, c'est à la fois, une opportunité parce que c'est, de nouvelles façons de travailler, c'est, de nouvelles opportunités de marché et c'est quelque chose que nous voulons développer. Alors ça, c'est une des briques que nous avons construite, cet appel à projet. Donc là, Sandrine pourra en dire, davantage et puis, au-delà de ça, nous avons l'intention d'engager le territoire dans une, logique, de coopération autour d'une COP de territoire. Nous avons, la ferme intention de développer aussi la possibilité d'avoir un fonds local d'investissement qui permette d'investir dans les entreprises de la transition écologique. Donc là, vraiment, pour avoir un soutien, et un appel à l'épargne locale aussi, hein, donc un soutien de la population et des épargnants pour favoriser le développement d'une économie de la transition à Brest. Et je pense que, nous essaierons de faire en sorte que Brest soit une métropole à la pointe de ces questions-là, de transition écologique dans l'économie au cours des prochaines années. Puis là, je vais laisser la parole à Sandrine. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors effectivement, moi, je vais juste dire 2 petits mots, en ce qui concerne l'appel à projet, donc réussir les transitions dans l'économie, qui est un appel à projet lancé en 2019 et qui a vraiment pour, objectif de venir soutenir vos projets, de transition. Donc on parle de transition, écologique, mais un peu plus large, parce qu'il y a aussi numérique derrière et qui ont, finalement 3 critères, hein, s'inscrire dans les transitions, créateur d'emplois et Brest Métropole. On est sur le territoire, un appel à projet Brest Métropole. Voilà et après je suis pour ma part, je ne me suis pas présentée, chargée de développement économique au sein du service relations entreprises, donc la direction de développement économique. Et donc c'est un peu je me positionne un peu comme votre porte d'entrée finalement, hein, pour faire le lien entre la collectivité et vos projets de transition. Il ne faut pas hésiter à venir, échanger avec nous de vos projets et voir comment on peut aussi vous accompagner, à ce niveau-là. Voilà. Très Je bien. pense qu'après je vais laisser la place, à Sébastien et pour la suite.
Merci beaucoup, Sandrine. J'ai oublié de rappeler quelque chose. Donc, vous allez avoir un support sous les yeux d'ici peu que Sébastien va vous présenter. En fin de support, vous aurez les contacts de chacun des co-organisateurs que vous pourrez solliciter selon vos besoins. Voilà, merci beaucoup, Sandrine. Maintenant, on va laisser la parole à Aurore pour DRO Finistère. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, moi je suis Aurore Coppens. En fait, je travaille pour Investir en Finistère, qui est un club d'entreprise qui vient de reprendre l'animation effectivement du club développement durable, qui est en train de se transformer en dirigeant responsable de l'Ouest Finistère. Il y a 2 raisons à cela. La première, c'était la nécessité pour eux d'élargir un petit peu les interactions, les coopérations au-delà du côté développement durable, globalement la RSE. Et la volonté vraiment de remettre les dirigeants finistériens au cœur de la démarche et surtout acteurs de celle-ci. Donc, notre raison d'être, c'est vraiment d'essayer d'emmener le plus possible, le plus grand nombre d'entreprises finistériennes à se saisir de la RSE, de cet enjeu, à s'engager, à être responsables vis-à-vis de leurs salariés, vis-à-vis de leur impact sur le territoire, vis-à-vis de leurs clients, parce que nos adhérents sont vraiment convaincus que c'est le moteur pour l'économie de demain, pour rester vraiment compétitif et inclusif. Et dans nos actions, en fait, on a 2 grands types d'actions. On a d'une part la montée en compétences sur la RSE, que ce soit pour les dirigeants qui veulent s'initier, s'engager, ou pour ceux qui sont déjà bien engagés dedans, aller un petit peu plus loin, avoir des partages d'expérience sur des visions de la RSE complètement transversales dans l'organisation des entreprises. Donc ça, c'est la première action. Le deuxième, c'est d'avoir vraiment un impact par des chantiers qu'on est en train, en fait, là, de définir à travers 6 groupes de travail, marque employeur, transition énergétique, mobilité, partie prenante, label et économie circulaire. À partir de là, nos adhérents sont en train de travailler pour dégager des grands chantiers qui commenceront, en fait, en 2021. Parce que, comme je viens de le dire, en fait, nous, on reprend l'animation depuis septembre. Donc là, on est en train de reconstruire notre feuille de route et on est ravis de participer à cet atelier qui fait vraiment sens, que ce soit au niveau de la coopération ou de l'enjeu de la fonctionnalité, qui est un thème cher à un certain nombre de mes adhérents. Voilà. Merci beaucoup, Aurore. Avant de laisser la main à Sébastien, et puis je pense que vous avez très envie d'entendre des témoignages de dirigeants, je voulais juste, en tant que co-organisateur également, on est 5 co-organisateurs sur ce projet, vous présenter Imatera en quelques mots, pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore. Donc Imatera est une société coopérative d'intérêt collectif. On est sous ce statut depuis 2017 et on intervient en France et en Belgique et bientôt au Canada. On est 6 salariés, donc je vous l'ai expliqué, on a une petite partie, on a la moitié qui est finistérienne de naissance ou de cœur. On intervient en Bretagne, là sur le prisme d'un programme, et d'ailleurs j'ai complètement oublié de les nommer et je les remercie pour leur soutien, c'est l'ADEME et la région Bretagne, qui sont nos partenaires dans le cadre d'une partie de nos actions dans la région. Et notre cœur de métier, c'est d'accompagner les organisations dans leur transition de modèle économique. Pour ça, plusieurs panels d'actions et je laisserai les témoins et les entrepreneurs et les dirigeants en parler. On intervient via des thématiques, des actions de sensibilisation, d'initiation et d'accompagnement effectif. Et c'est dans ce cadre qu'on est allé toquer à la porte des équipes finistériennes pour savoir qui était intéressé pour monter un projet qui vise à inspirer les entrepreneurs, les acteurs économiques, les entreprises dans ces questions de nouveaux modèles. Voilà, donc je vous l'ai dit, on devait organiser une soirée en présentiel, on s'adapte et on anime tous ces temps en digital. L'idée, bien sûr, qui est fondamentale pour Imatera, c'est d'accompagner les étapes vers une transition effective, vers un autre modèle économique, vers de nouveaux modèles économiques, et qu'on quitte le modèle classique pour aller vers autre chose. Et vous allez voir ce que c'est le fameux autre chose, justement par le témoignage des 3 personnes que vous allez entendre tout à l'heure et par la présentation que Sébastien va vous faire juste après ma parole. Donc voilà, Sébastien, je te laisse, j'ai vu qu'il y avait du partage d'écran, qui est parti et qui est revenu. Je te laisse prendre la parole et puis
introduire cette question des nouveaux modèles économiques à nos chers spectateurs. Avec le micro. Hop, est-ce que je... Sébastien, on ne t'entend pas. Voilà, avec le micro, c'est mieux. Oui. Bonsoir à tous, ravi d'être avec vous ce soir. Donc un petit clin d'œil, je le disais tout à l'heure, mais tout le monde n'était pas arrivé. On a une bonne partie de Finistériens, voire de Nord-Finistériens. On a dans l'assistance quelques personnes du nord de la France, et il se trouve que le nord de la France est aussi une terre où beaucoup de dirigeants ont expérimenté la transition de modèle économique depuis quelques années. Et donc la Bretagne et le Nord sont deux régions fortes. Et on aura Jean-Sébastien Fauchon tout à l'heure, basé à Lille, qui en témoignera. Et moi, j'ai envie de vous dire une petite anecdote qui va faire le lien avec le sujet. J'ai commencé ma carrière en 95. J'ai commencé à travailler en 95 suite à des études au lycée agricole du Nivot. Donc, je viens du milieu agricole, dans le groupe Even, donc bien connu des Nord-Finistériens. Et dans une réunion du lundi matin, donc ça fait à peu près 25 ans, c'était en 95, le directeur commercial nous raconte que le week-end, il s'était essayé à Internet et sur un site, un des premiers sites marchands probablement qui existait à l'époque, et qu'il avait suivi un produit. Et donc, il nous raconte ça, donc on buvait ses paroles forcément à l'époque. Et puis, il dit, mais à la fin, il y a un truc qui m'a demandé mes codes de carte bancaire. Ah ben là, j'ai tout coupé, j'ai tout fermé. Jamais, mais jamais je donnerai mes codes de carte bleue sur Internet, quoi. Donc, 25 ans plus tard, vous voyez ce que ça donne, le jamais, la peur que ça pouvait générer à l'époque. Et en fait, aujourd'hui, sur ce dont on va parler, sur ces modèles économiques issus de l'économie, de la fonctionnalité, de la coopération, on en est à peu près là, où il y a déjà des expériences. On peut jouer avec, on peut s'y essayer, mais il y a encore beaucoup de freins, beaucoup de réticences, ça fait encore peur. Mais une chose est sûre, c'est que là, depuis quelques mois, il y a vraiment des caps qui sont passés, et on est assez persuadé que, comme le e-commerce de l'époque, mais d'aujourd'hui, ça fera jamais l'EFC, ça fera jamais 100% de l'économie. Par contre, ça va bousculer beaucoup de secteurs, ça va bousculer beaucoup d'entreprises, et on en reparle dans 10 ans. Ça aura pris une part importante du commerce et du milieu économique. Et j'allais dire, c'est tout le mal qu'on peut souhaiter à l'EFC, parce que vous allez voir que le monde en a besoin, et les impacts sont intéressants à aller chercher avec cette approche-là. Alors, il y a encore 2 ans, sur ce genre d'intervention, là, vous m'auriez entendu, on était parti pour 1 heure ensemble, et 50 slides à l'appui, et énormément de concepts, de théories. Mais il y a encore 2 ans, on avait, à part le plat Michelin, qui est le plus célèbre de France, qui ne vend plus des pneus dans la division de transport, mais vend des kilomètres d'usage, on n'avait pas beaucoup d'expérience à vous partager, malheureusement. Les choses ont bien changé, et on a eu raison de s'accrocher. Et les dirigeants pionniers, dont 3 sont parmi vous ce soir, ont eu vraiment raison de persévérer. Ils ont parfois essuyé des plâtres. Ils ont dû affronter aussi leurs craintes et leurs peurs d'un marché qui leur disait non, mais les gens sont pas prêts. Des copains dirigeants qui leur disaient, mais c'est quoi ton truc, t'es pas un peu perché? Donc voilà, mais finalement, pour ceux qui connaissent un petit peu la courbe de l'innovation, rien de nouveau sous le soleil, quoi. C'est tout ce que vivent toutes les grandes innovations. Et là-dessus, c'est assez classique, en fait, quoi. Donc aujourd'hui, ça va être beaucoup plus facile parce qu'on va pouvoir vous montrer des choses, vous raconter des trajectoires, et surtout commencer à visibiliser un certain nombre de résultats. Des résultats sur le plan environnemental, des résultats sur le plan social, et aussi des résultats sur le plan monétaire. Et c'est ça
une des clés de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, c'est de réconcilier en fait ces trois paramètres et d'associer à la RSE aussi un gros levier économique en fait. Et ça qui est de vertueux en fait quand on veut pousser son engagement sociétal jusqu'à l'évolution de son modèle économique, quoi. Alors, je vais laisser la place rapidement aux dirigeants parce que l'EFC, en fait, l'économie, alors si quelqu'un peut l'écrire dans le chat, EFC égale économie de la fonctionnalité et de la coopération, parce que vous allez l'entendre souvent, cet acronyme, comme ça sera écrit. L'EFC, ça s'apprend en marchant et en expérimentant. Et donc, bien sûr, il y a beaucoup de concepts de très lourds, très forts, que nous, on maîtrise, on essaye de maîtriser, mais c'est notre popote, c'est notre cuisine. Ce qui compte, c'est ce qui est fait dans l'entreprise, c'est les expériences qui sont menées et c'est les résultats qu'on obtient. Et après, on comprend ce qui se passe, on met des mots, on met des concepts si on veut. Et d'ailleurs, je vous en donnerai juste un petit peu à la suite de l'intervention des trois dirigeants. Alors justement, ce soir, nous allons commencer par l'intervention. Je vous partage mon écran rapidement. Nous allons commencer par l'intervention de Mathias, Mathias le faucheur. Et comme ces deux autres collègues, chaque dirigeant aura 7 minutes de présentation de son parcours. Et ensuite, on laissera place à 7 minutes de questions-réponses avec vous qui nous écoutez et qui allez pouvoir interagir dans le chat. Donc, écrivez vos questions au fil de l'eau là quand elles vous viennent. Comme ça, on va commencer à les regarder et on va pouvoir les relayer ensuite à chaque dirigeant. Donc, Mathias a démarré le parcours d'accompagnement dans le dispositif collectif avec la région Bretagne et l'ADEME et le CJD. Et donc, ce dispositif, il est composé de plusieurs demi-journées d'intervention dans l'entreprise, aux côtés de Mathias et de son équipe, et puis de temps collectif, de temps de capitalisation, avec une dizaine d'autres dirigeants bretons qui suivent ce parcours-là dans leur entreprise aussi. Et ces temps-là, c'est des leviers de coopération inter-entreprise qui sont vraiment intéressants et dont les Mathias et Glenn pourront vous témoigner. Voilà, et ben écoute, Mathias, c'est à toi de jouer. Donc, on t'écoute pendant 7 minutes et si tu as besoin de partager tes supports, Oui. tu peux le faire. Alors, je ne peux pas le faire, là, justement. Est-ce que tu peux me… Tu peux pas le faire. Là, maintenant, c'est bon. C'est bon? Ok. C'est bon. Je peux mettre en mode diaporama. Voilà, parfait. Vous voyez mon écran ou pas? Oui, c'est bon. Bon, parfait. Merci, merci beaucoup, Sébastien. Alors, je me sens un petit peu gêné parce que moi, je ne suis pas du Finistère. Je suis originaire du 22 et je vous parle depuis le 35. Donc, j'espère quand même que ça ne vous posera pas de soucis et que vous puissiez m'accueillir avec bienveillance. Mais bon, j'en doute pas. Voilà, donc Sébastien m'a demandé de présenter l'entreprise et puis de vous présenter un peu notre parcours EFC. Donc, juste pour vous présenter l'entreprise, on est basé à Châteaubourg, dans le 35, et on a une filiale aux États-Unis, à Houston, qui gère toute la distribution de nos produits sur le continent américain. Nous sommes une entreprise de 15 personnes. L'entreprise a été créée en 2004 par Jacques Leclerc, qui était un praticien. Et moi, j'ai 2,8 millions. Voilà. Notre activité
Eh bien, nous sommes sur le marché de l'équipement pour les vétérinaires spécialisés dans la dentisterie équine. Voilà. On a plusieurs activités, la création du matériel, le développement, l'assemblage, la distribution, la réparation, la maintenance. Et puis, on a un business model historique qui est la vente unitaire de matériel. Donc là, vous voyez par exemple le matériel de nivellement. Et puis aussi, on fait de la distribution de matériel chirurgical, d'extraction et des services. Donc ça, c'est notre business model qui existe depuis le début de l'entreprise. L'entreprise s'est toujours bien portée, une belle croissance du chiffre d'affaires, une belle rentabilité. Donc voilà. Pourquoi remettre en cause ce business model? Eh bien, essentiellement parce qu'on a déjà eu une multiplication de la concurrence. Depuis que moi j'ai racheté, on a 2 fois plus de concurrents. Alors même si on reste sur un marché de niche, hein, on est passé de 10 concurrents mondiaux à 20. Donc il a fallu se remettre en cause. Un marché qui continuait à se développer, mais plus lentement. Donc comme le gâteau reste à peu près le même, mais qu'il fallait se le partager, j'ai senti le besoin de anticiper une éventuelle décroissance du chiffre d'affaires. Comme je vous le disais, on est au niveau mondial puisqu'on est dans 90, on vend dans 90 pays, on fait 80% du chiffre d'affaires à l'export. Et puis, on a 14 centres techniques à travers le monde. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle des parties prenantes qui ont été aussi très importantes dans notre business model historique, mais qu'ils deviennent aussi dans notre nouveau business model. Rapidement, pour vous présenter le nouveau business model, en fait, comme je vous le disais, on est parti d'une situation où on a eu une évolution de la concurrence. Et puis, au fur et à mesure aussi, on a identifié plusieurs freins des praticiens, soit à acheter du matériel HDE, soit à développer la dentisterie équine. Et donc, c'est à travers le nouveau business model qu'on a essayé d'apporter des solutions, que ce soit des freins pour le praticien ou des freins aussi pour l'entreprise. Je vais vous donner le frein majeur qui était que notre matériel, comme une voiture, eh bien, au fur et à mesure qu'on va l'utiliser, ça va s'user. Au fur et à mesure que vous roulez, eh bien, vous allez devoir changer vos pneus. Eh bien, notre matériel aussi. Et donc, il y avait toute une partie de SAV qui avait pour conséquence une indisponibilité du matériel pendant un certain temps. Qui dit indisponibilité du matériel, dit impossibilité pour le praticien d'aller faire des traitements sur les chevaux et donc impossibilité aussi de pouvoir facturer des honoraires. Alors, n'ayant que 7 minutes et je ne sais pas combien de temps il me reste, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout le nouveau business model. Juste pour vous expliquer rapidement, en fait, on est passé de simplement la vente d'un matériel que vous pouvez voir ici sur la droite, c'est un set de dentisterie, à un package complet qui va intégrer du matériel, bien entendu, que ce soit du matériel HDE ou du matériel même de concurrence si le matériel est meilleur, ou du matériel qu'on n'a pas forcément nous dans notre gamme. On va apporter et garantir une continuité de service, c'est-à-dire que le matériel n'appartient plus aux vétérinaires, c'est du matériel qui nous appartient à nous. Au fur et à mesure qu'il a éventuellement un problème, eh bien, on va lui remplacer par un autre matériel sans avoir besoin de passer par un devis, besoin de passer sur des validations de nouvelles factures. Donc, c'est un package complet. Donc, on est sous la forme d'un abonnement qui va inclure, comme je vous le disais, les produits, le service de maintenance. Mais on va plus loin puisque, alors ce n'est pas encore disponible aujourd'hui, mais l'objectif, c'est d'apporter aussi de la télémédecine, donc d'apporter des conseils non seulement sur l'utilisation du matériel technique, mais aussi sur la partie scientifique. Et puis, apporter aussi de la formation, de l'éducation à travers des cours
qui sont normalement jusqu'à aujourd'hui organisés en présentiel. Mais bon, vous l'avez compris, il va falloir aussi certainement évoluer à ce niveau-là. Il me reste combien de temps, Sébastien? Allez, 2 minutes. Bon, alors j'accélère. On a donc aussi une offre par rapport à ce nouveau business model qui est évolutive. Vous voyez, on a fait un planning d'ici 2025 en apportant des évolutions tant sur le matériel que sur le service pour arriver en 2024 à un objectif qui est un moteur connecté et qui nous permettra de facturer à l'heure d'utilisation, au nombre de clients. Donc là, on tombe vraiment sur un modèle type Michelin qui ne facture plus du pneu, mais qui facture des kilomètres. Voilà. Qu'est-ce que m'a apporté ou qu'est-ce que nous a apporté l'EFC? Je dirais que la mise à disposition, ce n'est pas quelque chose que j'ai connu avec l'EFC. C'est venu juste d'un problème avec un client qu'on a résolu grâce à une mise à disposition. Mais c'est vrai que l'EFC, le parcours qu'on a pu avoir, nous a apporté une vision extérieure, nous a permis de prendre de la hauteur, d'inclure toutes les parties prenantes et d'aller beaucoup plus loin que, entre guillemets, une simple location de matériel, ce qui pouvait être l'offre qu'on avait au début. Un exemple concret, puisque vous voyez ici notre raison d'être, qui, comme vous pouvez le voir dans l'intitulé, on parle de soins vétérinaires, on ne parle plus de dentisterie équine. Donc, l'idée, c'est vraiment d'élargir le spectre de l'activité de l'entreprise et pas être simplement sur du matériel de dentisterie équine. L'EFC, je le dis régulièrement, j'étais venu chercher le F de la fonctionnalité via la mise à disposition. Et ce que j'ai surtout trouvé, c'est la coopération. Vous voyez ici, dans le nouveau business model, ce sont toutes les parties prenantes avec qui nous sommes en contact pour pouvoir proposer cette offre aux praticiens. Et juste un petit détail pour vous montrer un petit peu l'évolution. Quand j'avais préparé la présentation, au début, c'était HDE qui était ici au milieu. Et puis, en voyant ce schéma, je me dit, mais non, ce n'est pas HDE qui est au milieu, ce sont les praticiens, les vétérinaires qui doivent être au milieu de nos préoccupations à toutes les parties prenantes. J'ai mis ici BPI, puisque BPI, et je tiens aussi à le souligner, nous a accompagnés sur ce projet de nouveau business model via une étude de faisabilité. Donc, j'en profite aussi pour les remercier de leur accompagnement. Voilà. Et puis, dernière chose, l'apport d'Imatera, eh bien, là aussi, c'est le C de la coopération. Mais et je pense que c'est quelque chose de très important pour que tout cela marche, c'est d'avoir une équipe projet, à la fois en interne, mais aussi en externe. Donc, Imatera qui nous a apporté, je dirais, toute la partie théorique, qui nous a élargi le champ de vision. Et puis aussi, on a décidé de prendre un chef de projet donc plus opérationnel, Yannick Mercier, qui lui nous accompagne donc, enfin, qui accompagne les équipes sur la partie plus opérationnelle. On va dire que Imatera nous permet de prendre de la hauteur et Yannick, lui, nous permet de ne pas oublier dans notre quotidien de laisser le nouveau business model en haut de la pile et que ce ne soit pas le dernier des éléments que l'on traite. Voilà. Et puis, dernière chose, Imatera m'a aussi, moi en tant que manager, sensibilisé sur le fait que ce business model, ce nouveau business model, ce n'était pas mon projet, c'est bien le projet de l'entreprise. Et à ce titre, il fallait que d'autres personnes de l'entreprise se l'approprient. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est plus moi qui participe aux réunions d'Imatera, c'est Anaïs, c'est Pascal qui sont dans la partie commerciale avec aussi Yannick pour vraiment que ça devienne un vrai projet d'entreprise. Voilà, je ne dois pas être loin des 7 minutes. Yes. Merci Mathias. Alors, on a une question de Kara, merci Kara, qui demande en fait comment a été accueillie cette offre-là dans ta clientèle.
Quels ont été les principaux freins qui ont pu être évoqués ou qui ont dû être traités? Je pourrais vous répondre dans 4-5 ans pour vous dire si le nouveau business model représente 90% du chiffre d'affaires ou aujourd'hui, ça représente presque rien, hein, puisqu'on est au tout début. Mais les principaux freins, c'est de faire comprendre aux clients qu'on n'est plus justement sur que du matériel et de leur faire prendre conscience de tous les gains d'usage qu'ils vont pouvoir avoir en travaillant sur ce nouveau business model. Et il faut aussi bien préciser que moi, j'ai pris la décision de ne pas arrêter notre ancien, mais de continuer les deux en parallèle. Donc, il arrive régulièrement que nos clients nous disent « Non, bah, écoutez, moi, je veux acheter du matériel, je ne veux pas prendre votre nouvelle offre, mais je vais acheter du matériel. » Donc, voilà. Donc, au final, ils nous achètent. Mais le principal frein, c'est voilà, c'est de faire comprendre le gain et l'efficience qu'ils peuvent avoir en allant sur cette nouvelle offre et pas rester simplement sur du matériel. Ben, merci Mathias. Une dernière petite question avant d'accueillir Glenn. Qu'est-ce que en interne, au niveau de ton équipe, ça a apporté? Parce qu'on parle de l'effet aussi social, managérial de ce type de transition en interne. Est-ce que tu peux en témoigner toi de ton côté? Oui, bah c'est devenu un vrai projet d'entreprise puisque ça s'inscrit dans notre stratégie qu'on appelle CAP 2025. C'est un élément fédérateur, hein. Donc, bien entendu, on parlait des freins des clients, mais il y a aussi des freins internes qu'il faut lever. Comme tout nouveau projet, il peut y avoir des peurs, mais il y a deux éléments, c'est le côté fédérateur et le côté aussi coopération en interne, c'est-à-dire que les équipes puissent s'approprier le projet et le mener à bien sans que ce soit uniquement le projet de la direction. Ok. Bastien, il y a une autre question, je me permets, il y en a une dernière, de Nicolas Greny, que je te lis, Mathias, qui est pour toi. Nicolas dit « Belle transformation du modèle d'affaires. Est-ce qu'il y a eu une résistance au changement des clients? Et si oui, est-ce qu'il y a eu un accompagnement de la clientèle ?» Le principal, parce que là, on parle des praticiens, il faut savoir que, et je ne l'ai pas précisé, mais j'ai été rapide, c'est qu'on passe par des distributeurs. Donc, notre principal frein, c'est aussi d'expliquer à nos distributeurs l'intérêt pour eux de ce nouveau business model et le fait aussi de sortir simplement de la vente one shot, voilà, et d'être dans un contrat, dans un abonnement, donc plus sur la durée. Donc, je pense que le principal frein, ça a été le distributeur et de pouvoir intégrer le distributeur dans ce nouveau business model. Ok. Merci beaucoup, Mathias. Je t'invite à libérer ton écran, s'il te plaît, ton partage d'écran. Et ouais. on va faire la transition avec Glenn Desmousseaux. Donc, Glenn, si tu peux allumer, toi, de ton côté, ta caméra. Alors, j'essaye, j'arrive pas à libérer. Ça y est, c'est bon. Ok, super. Et voilà le plus local de l'étape. Mathias disait tout à l'heure qu'il n'était pas finistérien et il me demandait s'il était accepté. Donc, je pense que tu n'as pas besoin de poser ces convenances-là. Merci de nous rejoindre. Alors, j'ai envie de te présenter en disant que Glenn, ça a été un homme pressé pour le FC, puisqu'en 2019, il attendait avec impatience que le premier dispositif se mette en place avec le CJD, la région Bretagne et l'ADEME. Et ça a pris un peu de retard. Et lui, ça fait longtemps qu'il attendait ça. Et donc, voilà, comme Mathias, Glenn, si tu as 7 minutes, c'est très court, 7 minutes, pour nous présenter ton entreprise, pourquoi tu t'es engagé aussi dans ce dispositif-là et voilà, où tu en es aujourd'hui. Depuis 2017, pas mal de choses ont avancé et on souhaite que tu nous les partages. Allez, on t'écoute et si tu veux partager ton écran, ça devrait être possible également. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Donc, merci de m'accueillir.
Donc, ouais, en quelques mots, donc là, moi, je suis le dirigeant de la société Amzer Industrie. On est fabricant de pompes à chaleur. On est basé à Plabennec, donc au nord de Brest, à quelques minutes de l'aéroport. Et donc, Amzer, c'est des pompes à chaleur qui sont fabriquées ici sur le Nord Finistère depuis en gros une grosse vingtaine d'années, parce que les premiers ont été fabriqués fin des années 2000, enfin juste avant 2000, en 98. Et l'histoire d'Amzer a pas été simple. Et en fait, Amzer est tombé en 2012 et c'est à ce moment-là qu'on a décidé de reprendre la structure avec Dominique, mon associé concepteur du produit, et puis plusieurs soutiens locaux parce qu'à l'époque, pour reprendre ce projet-là, il fallait déjà beaucoup de coopération pour pouvoir y aller. Donc voilà un petit peu Amzer. Aujourd'hui, on est un peu plus de 30, on fait un peu plus de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Après être descendu à 9 personnes, donc voilà, ça va mieux. Et globalement, depuis assez longtemps, alors on n'appelait pas ça VFC à l'époque, on appelait ça plutôt nouveau modèle économique. Aujourd'hui, Amzer fait un produit plutôt premium, qui est conçu pour durer, qui est conçu pour être réparé, qui est entièrement fabriqué ici. Et la difficulté, c'est qu'on est sur un marché ultra concurrentiel d'où les produits viennent assez majoritairement d'Asie. Donc aujourd'hui, nos concurrents sont Fujitsu, Panasonic, Mitsubishi, et cetera. Donc des grosses marques, hein, pas des petits faiseurs. Et donc la difficulté, c'est notre prix à l'entrée sur le marché. Et on est malgré tout convaincu que même s'il faut payer un petit peu plus cher pour avoir une pompe à chaleur Amzer, pour chauffer sa maison, ses bureaux au départ, on s'y retrouve assez vite et sur la durée, on est gagnant puisque elles durent plus longtemps, elles sont réparables, les réparations sont moins onéreuses parce les composants sont plus simples, et cetera. Et donc on est convaincu que c'est un bon investissement sur la durée. Sauf que la réalité du marché fait que c'était pas suffisant. Et donc c'est pour ça ça a commencé en 2016 avec le CJD. Donc Mathias, on s'est croisés aussi au CJD dans ces époques-là. Voilà, on a commencé à réfléchir là-dessus et moi j'ai été assez vite convaincu qu'il fallait qu'on évolue et qu'on puisse proposer justement et valoriser cet atout des pompes à chaleur Amzer qui sont faites pour durer. Ensuite, j'ai été accompagné par Imatera en faisant partie de la première promotion là, sur la Bretagne là, de dirigeants à s'engager dans ce dispositif-là, donc soutenu par la région Bretagne et l'ADEME. Et donc là, effectivement, ça a confirmé les choses. Et en parallèle de ça, on a travaillé sur le fait que notre pompe à chaleur soit connectée. Alors pourquoi connectée? Parce que en fait, notre pompe à chaleur, elle a beau être ultra performante, ultra fiable en sortie d'usine. C'est pas comme une voiture qui sort d'une usine automobile. Une voiture qui sort d'une usine automobile, elle fonctionne et donc elle fonctionnera sur la route. Une pompe à chaleur qui sort de l'usine Amzer à Brest, elle est ensuite installée dans une maison, dans un bâtiment, et donc elle est dans un système de chauffage. Et donc, on est très dépendant de l'installation, de la mise en service, de l'utilisation des émetteurs qu'il y a derrière, et cetera, et cetera. Et en fait, pour s'assurer que la pompe à chaleur soit dans de bonnes conditions de fonctionnement, pour pouvoir faire du pilotage à distance, donc choisir ce qu'on veut, pour pouvoir faire de l'optimisation à distance de paramètres, et cetera, il fallait le faire. Et donc là, on a déjà fait un peu de coopération. C'était il y a plus de 4 ans maintenant. On a démarré. Donc aujourd'hui, toutes nos pompes à chaleur sont connectées. Donc elles partent toutes avec un petit boîtier qui permet à l'utilisateur de piloter sa pompe à chaleur quand il part en vacances, quand il veut programmer ses températures, et cetera, et cetera. Ça permet à l'installateur et au mainteneur de la pompe à chaleur, à l'artisan qui s'occupe de ça ou à la société qui s'occupe de ça, de pouvoir suivre la pompe à chaleur. Pour nous d'être alertés et donc lui dire avant qu'il se déplace sur place, donc d'éviter des déplacements parce qu'il sait exactement pourquoi il va sur place s'il y va et de faire le maximum de choses de manière prédictive ou préventive, prédictive et préventive. C'est-à-dire qu'on se rend compte avant qu'il y ait une panne des choses qu'il y a à faire. Donc quand il vient pour l'entretien annuel sur la pompe à chaleur, il vient avec les pièces dont il a besoin. Et ça permet vraiment de réduire le coût et d'encore amplifier la performance, le coût global de la pompe à chaleur sur la durée. Alors dans le FC, on parle souvent de TCO, là, de Total Cost of Ownership, donc c'est le coût total de possession. Et en fait, si on raisonne qu'en investissement, Amzer est plus cher, mais si on rajoute l'usage de la pompe à chaleur, la réparation, la durée de vie, on est moins cher. Donc voilà, donc l'accompagnement Imatera du premier groupe m'a permis de sortir notre première offre, un peu poussé par mon directeur commercial que j'avais recruté en fin de l'accompagnement, parce que créer une offre un peu différenciante. Alors l'idée, c'était pas de remplacer ce qu'on faisait jusqu'à présent, mais on voyait bien, on était parti sur le fait de s'engager sur 10 ans auprès de nos clients.
Et en fait, on a eu du mal à coucher ça parce que les juristes ils disent toujours bah non, ça c'est pas possible, etc. Et donc on a lancé avec Anthony, mon directeur commercial, qui m'a permis de me jeter à l'eau, une première offre d'engagement, un contrat garanti 10 ans tout inclus. C'est-à-dire qu'Amzer s'engage auprès du client final à ce que la pompe à chaleur lui coûte pas plus de X euros par mois pendant 10 ans. Et donc ça, c'était un premier pas qui a plutôt bien avancé, mais sur lequel on a encore beaucoup de choses à faire parce que toutes les pompes à chaleur sont pas convaincues là-dessus. Parce que la difficulté, c'est qu'on chamboule un peu notre écosystème et que sur ce contrat-là, les juristes nous ont dit, vous ne pouvez pas faire un contrat sur lequel il y a à la fois vous, Amzer, qui êtes responsable de cet engagement-là, l'utilisateur final, qui est le bénéficiaire, et l'installateur, la station technique qui va faire l'entretien des machines. À l'époque, ce n'était pas possible, on a tourné les choses dans tous les sens. Sauf que ça a un effet contrariant pour l'installateur et pour la station technique parce qu'ils ont l'impression qu'on leur enlève un contrat. Alors, dans la réalité, ce n'est pas du tout ça, puisqu'ils sont sur le site qui permet de piloter leur parc de pompes à chaleur connecté à Amzer. Et ils peuvent voir toutes les pompes à chaleur qu'ils ont en contrat, etc. Ils sont au courant de tout, c'est eux qui font les entretiens, donc c'est eux qui sont payés par Amzer pour le faire. Mais dans la réalité, c'est un petit élément frustrant qui fait qu'ils ne signent pas le contrat avec nous. Et donc là, depuis très peu de temps, après avoir répondu à un appel à projet de l'ADEME avec Matera, on démarre une deuxième démarche pour accélérer cette chose-là. Et j'ai juste entendu la fin de l'intervention de Mathias, mais le vrai sujet, c'est pas juste le contrat, le vrai sujet, c'est la coopération. C'est trouver le fonctionnement qui fera que toutes les parties prenantes, tous les gens qui sont intéressés par le projet, par l'activité, par l'usage, de l'utilisateur, de l'industriel à l'utilisateur, en passant donc par l'installateur, par la personne qui fera l'entretien, que tous ces gens-là, ils gagnent et comprennent comment ça fonctionne. Et en fait, c'est là que c'est un travail qui est très très long, c'est un travail de terrain où il faut démarrer, essayer, expérimenter, reprendre, réajuster, etc. Et donc nous, pour conclure un peu sur cette présentation rapide, on a amorcé des choses, mais on a vraiment le besoin d'aller plus loin et en donnant un coup de boost à ce côté coopératif, aussi bien en interne, c'est-à-dire que ça concerne toutes les équipes parce que ça révolutionne une entreprise. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous, notre métier, enfin hier, notre métier, c'était de livrer une pompe à chaleur qualitative à tous nos clients. OK. Et aujourd'hui, notre métier, c'est de faire en sorte que la pompe à chaleur, depuis le départ de l'usine jusqu'à X années derrière, donc 10, 15, 20 ans, on s'en occupe et on donne tous les éléments pour simplifier la vie de l'installateur et du mainteneur qui vont s'en occuper et pour faire que l'utilisateur final il ait le meilleur confort au bout du compte. Et donc ça change les habitudes. Avec tous, en tant que citoyens et consommateurs, on a beaucoup évolué et autant il y a 10 ans, il y a 15 ans, on était capable d'attendre quand on avait un petit détail qui ne nous allait pas. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On n'est plus capable de ça et donc les gens on exige des réponses beaucoup plus courtes, beaucoup plus rapides. Et donc, ça remet le client au centre, l'utilisateur au centre. Et on a, sur ces derniers mois, beaucoup travaillé autour de ça, remettre l'utilisateur au centre pour que tout se passe bien pour lui. Et on a un peu mis de côté où on s'est un peu moins occupé de nos installateurs. Tout à l'heure, Mathias, je l'ai entendu juste à la fin parler de ses distributeurs. Et nous, c'est la même chose. C'est nos partenaires, c'est avec eux qu'on fait le boulot. On ne va pas leur piquer leur boulot. Installer une pompe à chaleur chez des particuliers, la vendre à des particuliers, c'est un métier. Les maintenir, c'est un métier. Et donc, on a besoin de faire ça avec eux. Et aujourd'hui, si on a à refaire un peu notre écosystème, on est en train de remettre l'installateur au centre de notre écosystème, nos partenaires professionnels. Et l'utilisateur est une finalité. Mais en fait, si on arrive à simplifier la vie de notre installateur et notre maintenancier, qui sont parfois les mêmes interlocuteurs, on va réussir à avoir un client final qui sera très satisfait. Donc, c'est vraiment un travail de long terme. Effectivement, comme disait Sébastien en introduction, moi, j'espérais que les choses aillent vite parce qu'on est toujours un peu pressé, parce qu'on sait que c'est vers là qu'il faut aller. Mais sauf que ce changement-là, c'est une vraie mutation dans l'entreprise et dans l'écosystème, donc en interne et en externe, et qui prend du temps. Et donc, faut le mesurer, faut l'anticiper et pas vouloir avoir du résultat tout de suite. Mais par contre, il faut amorcer assez vite, même si votre boîte va très bien, même si votre modèle économique va très bien. Faut au moins s'acculturer, c'est ce que vous faites ce soir en étant là. Et puis après, faut pouvoir tester, démarrer pour faire des modèles économiques complémentaires, pas des modèles économiques qui remplacent les premiers, mais des modèles économiques complémentaires qui peut-être dans
dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, seront peut-être votre modèle prioritaire ou majoritaire. Donc voilà en quelques mots. Je ne sais pas si Sébastien et Caroline, qui connaissaient bien Amzer, est-ce que j'ai donné les éléments principaux Ouais, merci. Est-ce que du coup tu peux mettre en évidence les gains environnementaux du coup attendus ou permis par l'évolution de ton modèle économique? Parce que pour les non spécialistes de ta technique, c'est peut-être pas très visible, mais voilà, où est-ce qu'on va gagner de l'énergie, du carbone, voilà, où est-ce qu'on va gagner? Alors, au niveau environnemental, la première chose, c'est que nous, on est sur un métier où on veut faire du confort thermique dans les maisons. On est générateur de confort thermique sans utiliser les énergies fossiles, donc c'est le premier truc. Mais ça, c'est intrinsèque à notre métier. Euh, les économies d'énergie de manière générale aussi. Donc ça, pour l'environnement, c'est plutôt un gain. Sauf que là où il faut qu'on se différencie des concurrents, c'est qu'aujourd'hui, une pompe à chaleur qui vient de l'autre côté de la planète, bah, son bilan en carbone, il est pas formidable. Et dans une pompe à chaleur, qu'elle soit fabriquée à Brest ou qu'elle soit fabriquée à Bangkok, et ben, globalement, on a des matériaux qui sont des matériaux nobles. Alors, encore plus dans une pompe à chaleur Amzer. Donc, chez nous, les carrosseries sont toutes en aluminium, par exemple, parce qu'on travaille beaucoup en bord de mer. Donc, l'aluminium, c'est quand même un matériau qui est cher, qui est rare, et moins on l'utilise, mieux c'est parce que c'est plutôt énergivore. Après, on a du cuivre, on a de l'inox, on a que des matériaux nobles. Après, dans la partie plutôt électrique, etc., on a aussi des matériaux nobles. Et en fait, faire des produits qui soient jetables, aujourd'hui, la pompe à chaleur est en train de devenir un produit quasiment de consommation. Et donc, ça, c'est une hérésie. Combien de pompes à chaleur sont à remplacer au bout de 6 ou 7 ans? Aujourd'hui, c'est plus acceptable ça, de faire des produits qui soient jetables, alors qu'il y a autant de matériaux de très grande qualité dedans. Donc, il faut vraiment que les produits soient conçus pour être durables, d'abord, donc sans obsolescence programmée, c'est le premier truc, et qui soient réparables. Et nous, on est en train de bosser aussi sur ce système-là. Aujourd'hui, c'est de manière épisodique, mais toutes les semaines, on a des pompes à chaleur qui ont 15 ans, 20 ans, qui viennent à l'usine parce que l'installateur ne veut pas la réparer parce que la réparation est trop compliquée. Mais par contre, on peut la réparer nous en usine. Et donc, c'est une pompe à chaleur qui va repartir dans le système et on n'aura changé qu'un composant qui aura été usé par le temps. Mais comme une voiture, c'est comme si une voiture, quand, je sais pas, quand les plaquettes de frein, on remplaçait la voiture parce que les plaquettes de frein sont à changer. Bah là, c'est pareil, il faut que ce soit fait pour être, réparé. Donc là, il y aura vraiment de l'efficience environnementale au final. Yes, ok. Eh ben, merci beaucoup Glenn. Et puis rendez-vous pour les prochaines étapes. Je crois que tu sais bien en parler aussi, et ça c'est important pour l'avenir de ces démarches-là, d'avoir des pionniers qui arrivent à partager leurs convictions. C'est chouette. Merci. On va accueillir maintenant Jean-Sébastien Tronchon. Donc Jean-Sébastien, si tu peux allumer tes caméras et si ça fonctionne, rejoins-nous à l'image. Donc, hop, merci. Jean, est-ce que ça fonctionne? Alors, une petite seconde. Alors, j'ai vu là. Remplacer les aléas, on ne fait plus de conférences en présentiel où les micros coupent. Maintenant, on fait des visios où on a des petites misères. Bonjour à tous, mon micro fonctionne, mais je n'arrive pas apparemment, je n'ai pas le droit d'allumer la caméra. Okay. Alors, j'essaie de... Ah, ok, ça va aller là. Ça va aller, je pense que ça va aller, tu pourras même partager ton écran. Génial. Voilà, alors on passe du Nord Finistère au nord de la France. Merci d'être avec nous, Jean-Seb. Pourquoi j'ai proposé à Jean-Sébastien d'interagir pour deux raisons principales. La première, c'était de montrer aussi que on travaille beaucoup dans les PME, ça remue beaucoup dans les PME, mais que ces démarches-là aussi aujourd'hui, c'était des questionnements qui étaient bien présents également dans les grands groupes. Et le deuxième point, c'était de montrer aussi en quoi
en fait des implications personnelles, en quoi le facteur personnel et l'engagement de managers, de dirigeants supplante aussi beaucoup de difficultés. Et en fait, dans les grands groupes, on a pas mal d'échanges avec les grands groupes, pas mal de questionnements, de demandes. Et parfois, chez Matera, on intervient dans ces grands groupes. On fait une conférence de sensibilisation, on fait quelques ateliers. Et puis, en général, on nous dit c'est vraiment chouette, c'est vraiment ce qu'il faut faire, c'est là qu'il faut, vers ça qu'il faut aller. Mais est-ce que tu peux venir, tu peux revenir nous voir quand tu auras un exemple probant concret dans notre secteur d'activité. Donc forcément, on rentre un peu déçu de ces rendez-vous-là ou de ces demi-journées-là. Il se trouve en fait que Jean-Sébastien, lui, il ne savait pas qu'on n'avait pas d'exemple concret et probant dans son secteur d'activité. Donc du coup, un jour, il nous a appelé et il nous dit les gars, j'ai entendu parler de ce que vous faites, j'ai envie de le faire. On commence par une journée, on fait un workshop et après on engage une expérimentation. Et voilà, je voulais vous relier ça, comme tout à l'heure je vous disais, à son niveau. Et donc voilà, Jean-Seb, on t'écoute. Pareil, donc si 7-8 minutes de présentation et puis après on laissera la place aux questions et aux réponses, bien sûr. Ton micro, s'il te plaît. Hop. Voilà, c'est bon. Je n'arrivais pas à trouver l'outil. Bonsoir à tous. Merci Sébastien pour cette intro. Je m'appelle donc Jean-Sébastien Tronchon. Je travaille chez Decathlon, mais pas que. Je suis également freelance à côté. J'ai 33 ans, j'ai 3 enfants. Ça fait quand même 12 ans que je travaille chez Decathlon, dont 6 à peu près, à intraprendre pour transformer le modèle. Et je voulais commencer par ça pour faire un lien avec ce que tu disais, Sébastien. C'est que travailler le modèle de l'économie de la fonctionnalité, c'est donc presque en opposition complète avec l'économie linéaire qui régit nos modèles actuels. Et donc, il faut passer par des postures qui sont incarnées par des managers, par des dirigeants ou par des collaborateurs qui ont cœur dans des entreprises qui parfois perdent un petit peu de sens dans les actions qu'elles mettent en place, de retrouver justement ce sens, cet épanouissement et cette raison d'être personnelle de se lever tous les matins. C'est ce que je fais depuis 6 ans au travers de différents projets. Le projet dont je vais vous parler aujourd'hui, qui s'appelle Zéro casque jeté, est issu de l'initiative Zéro produit jeté, qui a été lancée il y a 3 ans, où on a travaillé cette utopie qui est un élément absolument non durable pour l'entreprise Decathlon, de jeter nos produits, autant concernant la thématique environnementale qu'économique, que sociale. Bref, jeter un produit, c'est une hérésie. Sauf que le modèle dans lequel on est et qu'on subit aujourd'hui, j'étais encore en échange tout à l'heure et j'avais ce propos peut-être un petit peu choc, mais qui en tout cas, moi, me fait réfléchir, qui me fait dire que je ne sais pas si aujourd'hui on mérite le modèle économique que l'on a actuellement. J'ai la chance de travailler dans cette entreprise qui est une entreprise qui est née humaniste. Et aujourd'hui, je ne sais pas si les fondateurs de cette entreprise en 1976, s'ils devaient fonder aujourd'hui et développer Decathlon aujourd'hui, eh bien, s'orienteraient vers uniquement un marché de production d'articles de masse en plastique fabriqués partout sur la Terre. Et donc, on a travaillé cette thématique zéro produit jeté de manière très, très en profondeur. D'abord localement, on a travaillé d'abord sur la métropole lilloise pour avoir un territoire assez fin d'expérimentation et surtout pour obtenir des résultats concrets très rapides, plutôt que comme on pouvait faire dans certaines stratégies, être à la sulfateuse très rapidement dans des grands territoires et pour finalement que nos actions ressemblent plutôt à des effets d'annonce. Et du coup, il y avait différentes problématiques avec ce projet Zéro produit jeté qui a expérimenté nos propres limites. D'abord, on a tenté de faire de l'économie circulaire avec les 4 R, les 5 R, les 6 R, et tant qu'on peut mettre des R, donc réutiliser, recycler, réparer, etc. Et on s'est rendu compte qu'à chaque fois sur une thématique environnementale, d'usage, sociétale ou monétaire,
ça ne marchait pas ou ça marchait mal. Les limites du modèle étant évidentes, je ne vais pas passer 3 heures sur le sujet. Si vous êtes connecté à cette visio, c'est que vous devez avoir une conscience relativement éclairée. On a des ressources finies. Notre modèle économique travaille une croissance infinie liée à la production et à l'utilisation de ces ressources. Bon, c'est un problème de maths, de CO2. Donc, le modèle a ses propres limites. Et pour autant, sinon je serais déjà parti depuis longtemps chez Decathlon, les valeurs de l'entreprise, que sont la responsabilité, la vitalité, la générosité, l'authenticité, qui sont des choses extrêmement prégnantes dans l'entreprise, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, me dire, non, c'est pas possible, on doit pouvoir se réinventer, la vision d'entreprise est parfaitement alignée avec mes propos, on doit absolument se transformer, avec les difficultés dont je vais vous parler un petit peu après. Mais donc, absolument convaincu qu'il fallait aller beaucoup plus loin que simplement être dans le curatif, parce que dès lors qu'on recycle, qu'on répare, qu'on déplace un problème qui n'a simplement pas été anticipé au départ. Et c'est le sujet de Zéro casque jeté. On voulait vraiment aller plus loin, à la fois sur notre savoir-faire principal qui est la conception de produits, et à la fois sur ce dont a parlé Sébastien tout à l'heure, qui était le changement de notre modèle. Parce qu'on est absolument convaincu qu'aujourd'hui, le modèle économique n'est pas une finalité, mais simplement un outil, un moyen d'atteindre des objectifs qu'on se fixerait. Et en l'occurrence, chez Decathlon, c'est de pouvoir rendre accessible la pratique du sport, avec un modèle qui aujourd'hui épuise beaucoup moins les hommes et la planète que celui actuel. Donc le projet Zéro casque jeté, c'est 2 personnes et demie en interne, en ressources, et puis avec 2 partenaires structurants, Racine de demain sur la partie communication, puisqu'il faut passer beaucoup de temps à expliquer en interne et en externe ce qu'on est en train de faire, pour pas paraître pour des uluberlus, des écolo-bobos branchés, ou des révolutionnaires utopistes. Donc on a un peu de travail de communication à faire. Et puis un partenaire central qui nous invite ce soir, et je le remercie, Imatera, avec qui on a eu un petit coup de foudre il y a eu quelques années, et c'est bien évidemment passé par le fond de leur matière, qui est l'économie de la fonctionnalité. Et comme a dit Sébastien, je n'ai pas rencontré grand monde qui a dit non, c'est nul, je ne comprends pas cette démarche. Enfin, quand elle est un petit peu expliquée, souvent les gens comprennent, mais il y a eu aussi un coup de foudre humain en termes de valeur, et on s'est dit, ok, on va essayer de travailler quelque chose ensemble, et dans ce projet, ils sont des véritables coachs, des accompagnants du quotidien, parce qu'on se voit quasiment chaque semaine, et on sait le travail que ça représente pour eux, pour nous aider à transformer notre projet. On est en perpétuelle effectuation, je ne sais pas si vous êtes accoutumé du terme, mais l'idée c'est plutôt d'être dans de l'expérimental continu. On veut aller très vite pour tester les choses, et du coup, on est vraiment dans ce modèle Build, Test, Learn. On a réuni autour de plus de 10 acteurs externes, et ça paraît peut-être pas beaucoup, je ne sais pas ce que vous dites, mais en tout cas pour Decathlon, commencer à travailler et d'inclure beaucoup de partenaires externes, ce n'était pas forcément quelque chose qu'on faisait de manière très habituelle dans des entreprises de retail où la compétition plus que la coopération est de mise. Et puis avec un timing ambitieux, en moins d'1 an, pouvoir arriver à créer des preuves, et c'est vraiment un des sens du projet, d'arriver à prouver que d'autres modèles efficients sont possibles, puisque chez Decathlon, tout le monde est entièrement d'accord sur les objectifs du développement durable de l'entreprise, et tout le monde pêche sur le comment. Côté utilisateur, sur le projet Zéro casque jeté, moi je résumais ça en une phrase en tout cas, c'est qu'on souhaite créer ensemble, avec tous ces partenaires, de la valeur qu'on n'aurait pas pu générer chacun de notre côté. Ça me 1 + 1 = 3, mais vraiment quoi. Et aujourd'hui, ce projet, il a dû nous faire repartir à la raison d'être même de pourquoi on vend des casques. Et en l'occurrence, ce projet de casque, il concerne l'utilisateur de mobilité active en ville, de vélo ou de trottinette. Et donc, on a dû remonter jusqu'à la raison d'être même de pourquoi on vendait des casques à ces utilisateurs. Et ça, c'est un vrai bouleversement pour Decathlon. Et c'est notamment ce point-là qui fait basculer complètement la vision de dont on traite les choses. Côté Decathlon, ce que je vous disais tout à l'heure, on veut vraiment être un démonstrateur. On est encore des bébés, et donc certaines PME dont j'ai entendu la fin des discours tout à l'heure sont nettement plus avancées que nous. Donc, vous avez toutes et tous aussi beaucoup de choses à nous apprendre. Et l'idée en interne et avec d'autres, c'est d'engager d'autres projets pour engager l'entreprise. Le sujet, il est clair, c'est transformer notre modèle. On est absolument
convaincus, et je dis on, j'embarque beaucoup de gens, même ceux qui aujourd'hui se battent pour que le modèle actuel résiste, mais la plupart des gens, et surtout quand ils ont bu une ou deux bières, ben, finalement se rendent compte que oui, pour les petits-enfants et même pour leurs enfants, ce serait intéressant d'accélérer un petit peu quand même le changement des modèles, et qu'on s'accroche aujourd'hui dans beaucoup de certitudes à quelque chose dont on a peur que ça change pour plein de croyances, alors même que, comme dit Yann Arthus Bertrand parfois, on refuse de croire ce qu'on sait. Et du coup, pour terminer avant vos questions, je donne pas, j'ai fait exprès de ne pas donner énormément de détails sur le concret du projet, mais plutôt sur ce qui englobe ce qu'on essaye de faire, parce que tout est en ligne sur YouTube au travers de différentes vidéos, et vous pourrez retrouver ce contenu assez rapidement après. Donc l'idée, c'était pas de repasser du temps pour vous expliquer quelque chose qu'on a déjà mis en place à côté. Et il y a Idriss Aberkan qui disait un truc intéressant, et quand Sébastien disait que voilà, des grands groupes regardaient ça, il y a un vrai sujet autour de la perception de ce modèle et de cette transformation dans les grands groupes, parce qu'il vient pour plein de raisons, en opposition parfois avec le modèle actuel. Et Idriss Aberkan dit qu'il y a à peu près 3 grandes étapes. D'abord, vous faites marrer, quoi. C'est le truc un peu voilà, d'utopiste. On vous donne un petit budget et puis on vous laisse rigoler. Ça fait un peu la caution green du truc. Et puis, d'un coup, on voit que ça change des choses quand même. Ah, très sérieux, très sérieux. Sur le modèle économique, sur la posture, sur la répartition de la valeur, sur les dividendes des actionnaires. Voilà, on commence à avoir peur. Parce que là, ça nous fait lâcher des trucs et on n'est pas confort. Et puis, petit à petit, dans les solutions qui se mettent en place, eh bien, on atteint l'évidence. Et chez Decathlon, on est là. On est là à peu près. Ça a fini de faire rigoler. On a bien compris les enjeux, réellement ce que ça représentait, et on glisse doucement vers les premières tensions, les premières voilà, réflexions en se disant ah oui, non, ça va nous faire lâcher pas mal de trucs, et en posture, et oui, c'est des nouveaux métiers, la coopération. Ah oui, donc il faut qu'on intègre aussi la partie RH, parce que et voilà, donc on en est vraiment dans cette phase-là. C'est magnifique, c'est une aventure humaine incroyable, et je passe beaucoup de temps et d'énergie sur ce sujet. Et pour terminer, je ne sais pas du tout, du coup, faut conclure, Jean-Seb. Ouais, je conclue, nickel. C'est bien, c'est fini. Moi, j'aime bien rappeler ça. J'aime bien cette phrase, je ne sais pas du tout qui elle est. Et c'est la question souvent que je pose quand je suis trop bloqué dans des sujets où tout le monde est d'accord sur la cible, mais personne n'est d'accord sur le comment, ou alors ça demande trop de choses à lâcher aux gens. Je répète ça. Si ce n'est pas nous, qui est quand? Moi, j'ai 33 ans, mes enfants ont entre 7 mois et 5 ans. Et décemment, quand je rentre le soir, j'ai envie de leur raconter que j'essaie de changer les choses en bien. Voilà, si vous voulez nous suivre, vous pouvez nous suivre un peu sur YouTube. Et puis, vous avez une adresse mail globale au projet si vous voulez nous écrire par la suite, si vous avez des idées, des réflexions, et si vous avez envie qu'on échange. Merci à tous. Ok. Allez, on va prendre une question. On est un petit peu à la bourre. On va prendre une question. Il y a une question de Pauline qui nous dit est-ce que du coup, on va encore vendre des casques au final, ou est-ce qu'ils seront vendus en France entière? C'est une excellente question, on n'en sait rien. Simplement ce que l'étude de notre utilisateur, parce que des casques, en fait, je pense que durablement, par exemple, on risque de vendre des casques de VTT, parce qu'on a un réel intérêt dans la pratique, dans la protection de l'utilisateur qui se met en danger sur des vitesses importantes, voilà, etc. Par contre, très honnêtement, je pense que le casque en ville tel qu'on le vend aujourd'hui, il est possible qu'en fait, dans un futur qui ressemblerait par exemple à une ville comme Copenhague et Amsterdam, où le casque est assez absent, et bien effectivement le modèle ne tienne absolument plus autour de la vente d'un produit. Et pour moi, clairement, ce sera le Graal, parce que le produit le plus écologique, c'est celui qu'on n'a pas fabriqué. Donc j'espère que cette question est une utopie qu'on atteindra peut-être un jour. En tout cas, moi, je serais content. Ok. Très bien. Merci Jean-Seb. On se fera le relais sur le site d'Imatera de toutes les petites vidéos donc, que vous faites sur le parcours. Donc ça, c'est vraiment chouette de partager ça. Ça va être aussi inspirant. Donc on va devoir en rester là ce soir en tout cas pour le partage sur Decathlon. Et on va terminer ensemble en mettant quelques
quelques éléments je vais vous repartager mon écran, quelques éléments en fait de compréhension sur ces parcours qui vous ont été présentés par les dirigeants. Et en fait, je vais vous montrer ça d'abord. Si vous voulez d'autres histoires qui amènent à comprendre, je vous invite pour ceux qui ne l'ont pas encore eu entre les mains, à vous procurer cette BD. Alors, vous ne la trouverez pas sur Amazon, vous la trouverez que sur le site de Christophe Sampels, qui est un des 2 grands chercheurs en Europe qui travaille depuis plus de 10 ans sur l'EFC et qui a été le président fondateur en fait d'Imatera il y a 5-6 ans. Et donc voilà, c'est très pédagogique, c'est très bien fait et c'est issu d'histoires vraies qu'on a accompagnées et qu'on accompagne pour certaines encore. Je vous partage juste que, en fait, vous avez parlé de chemin, de parcours. À chaque fois, ce qu'on va retrouver, c'est une intention forte d'un manager, d'un dirigeant qui a envie vraiment de faire autre chose. Ensuite, ça va être d'arriver à impliquer un premier cercle en interne, mais en externe. Vous avez vu sur la présentation de Jean-Sébastien qu'il y avait une dizaine d'acteurs de la métropole lilloise qui étaient engagés dans le projet. Pour la plupart, ils ne les connaissaient pas il y a 3 mois, en fait. Donc, ils sont allés toquer à leur porte, ils ont dit, les gars, là, on fait un projet, on pense que ça sera plus intéressant de le faire à plusieurs. Et rapidement, il y a un gros projet multipartie prenante externe qui s'est mis en place avec 10 acteurs. Ensuite, on va regarder les impacts. Et les impacts positifs, est-ce qu'ils sont bien visibilisés? Est-ce qu'ils sont bien monétisés? Les impacts négatifs, si on s'y met à plusieurs, comment on peut agir dessus? Et là, il y a une vraie source de valeur qui est souvent pas travaillée parce que le modèle économique derrière ne le permet pas. Ensuite, il y a la partie patrimoine immatériel principalement, parce que le patrimoine matériel, souvent, on sait le regarder facilement, bien que son efficience d'usage n'est pas toujours pris en compte. Mais qu'est-ce qu'on fait de ce patrimoine immatériel qui sont les connaissances, les compétences, les savoir-faire, la notoriété la notoriété de Decathlon va être un facteur important. Comment on l'utilise à bon escient, la raison d'être de l'entreprise, l'aspect coopération, et surtout à la fin, si on ne vend plus des casques, on vend quoi? Si on ne vend plus des pompes à chaleur, on vend quoi? Et voilà, et comment on parle d'offres intégrées qui encapsulent des produits qui ont toujours évolué d'un point de vue technologique, mais aussi toute une manne d'innovations servicielles qui vont être au service d'un développement plus efficient sur le plan environnemental, social et monétaire. Donc voilà les grandes étapes. Et ces grandes étapes, comme on vous l'a dit, il y a une vingtaine d'entreprises en Bretagne qui l'ont suivi sur un premier parcours qui a eu lieu de 2017 à 2020. Ce dispositif arrive à son terme et donc avec les acteurs avec qui on l'a créé au départ, on se re-questionne sur comment on peut le renouveler en fait. Et pour le renouveler, on se dit on va essayer de faire mieux tant qu'à faire, et surtout on va essayer de s'adapter à la situation de 2020 qui n'est plus la même que malheureusement que celle de 2017. Et du coup, nous, on a aussi coopéré et on est allé chercher 2 partenaires, dont un pourrait être notre concurrent, qui est le cabinet Utopie, ainsi que l'Université de Bretagne Sud, pour imaginer quelque chose qui va, cette fois, prendre en compte la logique territoriale. Donc, on l'a appelé le projet de résilience économique territoriale, et avec le côté bas carbone pour garder cette empreinte environnementale forte. Et les objectifs de ce nouveau projet, c'est de générer une dynamique de résilience économique territoriale, mais à l'échelle de 3-4 territoires bien identifiés. Puisque dans le premier dispositif, la limite qu'on a trouvée, c'est que les 20 entreprises, elles étaient dispersées dans toute la Bretagne. Donc, on a eu du mal à avoir un effet coopération locale puissant entre entreprises et collectivités qui auraient envie de travailler dans cette logique-là ensemble. Et enfin, dans ce projet-là, on va garder l'accompagnement que l'on sait faire chez Imatera sur une dizaine d'entreprises qui, comme HDE, comme Amzer, auraient envie de questionner
et surtout de mettre en pratique l'évolution de leur modèle économique. Donc concrètement, comment se déroule ce projet? On part des territoires, on regarde à quel endroit il y aurait ce pool de 8 à 10 entreprises prêtes à s'engager. On les accompagne et on va mener ces expérimentations-là là où il y a une collectivité qui a envie de s'engager avec les entreprises, à coopérer avec les entreprises, et là où la collectivité a aussi engagé son parcours, une démarche de transition en fait. Et on veut travailler ensemble vers ça. Et ce que va apporter Utopie et l'UBS, c'est par un outil qui est un outil d'intelligence artificielle territoriale. C'est tout un traitement de data, qui sont des informations qui sont disponibles, qui sont un patrimoine immatériel des territoires que personne ne savait valoriser, utiliser aussi finement que cet outil-là le permet aujourd'hui. Donc on regarde tout ce qui se passe sur le territoire et on regarde comment les entreprises en fait, pourraient coopérer pour amener de la résilience productive, pour amener de la résilience environnementale. Et ça, en fait, nous, on l'a vu comme un outil très précieux chez Imatera pour mettre en dynamique des boucles de coopération que parfois on n'identifie pas parce qu'il nous manque ce travail de data. Donc, c'est un vrai plus dans le sens où le travail d'Utopie et de l'UBS va permettre d'amener ces informations-là à la collectivité pour sa politique de transition et va amener aux entreprises engagées sur les petits territoires resserrés toutes ces informations-là pour imaginer leur modèle économique avec beaucoup plus de pertinence. Et alors, où on en est? Simplement, aujourd'hui, comme je vous disais, le CJD, et je crois qu'il y a Pierre Durmagne, le président de la section de Brest, il y a Cathy Vallée, la présidente aussi de la région Bretagne pour le CJD, ont déjà validé le fait qu'ils étaient partants pour 2021-2023, en disant ça serait bien d'ouvrir aussi à d'autres réseaux. Donc, d'autres réseaux sont les bienvenus dans ce programme-là pour aussi mixer des entreprises de plusieurs réseaux sur chaque territoire. Et puis, bien sûr, il y a l'invitation aux collectivités. Donc, il y en a un certain nombre avec lesquels on discute déjà depuis un moment. Donc, c'est chouette, on est bien avancé. Et puis, on s'est rendu compte que quand on arrive à monter ce type de programme, au-delà de l'ADEME et de la région, on intéresse potentiellement d'autres financeurs. Et du coup, ça donne plus d'ambition au projet. Et dans la logique aussi que la prise en charge d'acteurs publics des coûts que peuvent représenter ces accompagnements-là arrive à un niveau le plus faible possible pour l'entreprise et que ce ne soit pas un frein à l'engagement. En termes de calendrier de projet, le démarrage concret du projet pourrait avoir lieu sur mars 2021. Et pour ça, on est dans un rétro-planning qui est quand même un peu serré. Là, on est plutôt dans la phase de présentation comme ce soir. Et très vite, sur courant décembre, on va rentrer en échange plus fin avec les entreprises et les collectivités qui ont envie de s'engager. Donc, pour les entrepreneurs qui sont là ce soir, si vous voulez faire partie de ce nouveau programme, il va falloir nous le dire maintenant, très vite, et de manière à ce qu'on puisse présenter le dossier concret aux financeurs, qu'on puisse l'ajuster sur le début d'année et qu'ensuite les acteurs prêts à s'engager puissent le faire en toute connaissance de cause et que ça démarre en mars 2021. Donc voilà ici une cartographie à l'échelle de la Bretagne sur là où il y a des discussions qui sont engagées. Et je ne sais pas pourquoi, il y a un slogan qui dit que tout commence en Finistère. Il se trouve que là où on est le plus avancé à ce jour, c'est quand même sur le Nord Finistère, puisqu'il y a ce réseau de dirigeants CJD qui est engagé, parce qu'il y a aujourd'hui des DRO qui sont aussi dans une démarche relativement active et qui, je pense, ça pourrait vous intéresser. Et puis, bien sûr, il y a le travail de GKLDEC et il y a le travail de Brest Métropole et du Pays de Brest
qui travaille sur son programme de transition. Donc, comme je vous disais, la première action, et j'en viens à la conclusion rapidement, c'est si vous voulez en être, vous nous le dites. Donc, je crois qu'il y a un lien que va pouvoir vous mettre Caroline dans le chat. Cliquez dessus et faites-nous un retour. Peut-être que ce n'est pas le moment pour vous et ce n'est pas grave. Peut-être que pour l'instant, vous voulez rester informé, mais peut-être que vous avez envie de vous impliquer plus sans engagement pour le moment. Mais en tout cas, tenez-nous au courant des suites que vous voulez donner à cet échange de ce soir. Donc voilà, en quelques mots, et je vais inviter tous les participants à réallumer, enfin tous les co-organisateurs à réallumer leur caméra pour un petit tour de conclusion. Donc les co-organisateurs et les intervenants, donc Mathias et Glenn, si vous êtes toujours là, revenez et puis on va se faire un petit tour de table virtuel pour conclure cette soirée. Et puis ici, vous voyez afficher les contacts sur les territoires et auprès des co-organisateurs. Donc, ce document vous sera envoyé. Le support que vous avez vu ce soir-là vous sera envoyé. Donc, vous pourrez retrouver les personnes avec qui vous souhaitez échanger plus directement. Allez, j'en ai fini. Tout le monde presque est revenu. C'est chouette. Et je te passe la parole, mais Caroline, pour animer ce petit tour de clôture. Oui, merci beaucoup Sébastien. Comme il est 18h29, je vais vous proposer de faire assez court et de chacun dire en une phrase ce qu'il a retenu de cet échange et avec quoi il repart. Et je vais nommer complètement au pif Audrey. Je t'écoute. J'espère que vous m'entendez. Alors, je tiens sincèrement à remercier l'ensemble des intervenants parce que chacun a pu affirmer ses convictions. On voit que vous êtes des personnes qui avaient dans les tripes ces sujets de vos entreprises et l'envie d'avancer sur la transition de vos entreprises. Bravo à tous et puis merci à l'ensemble des participants d'avoir été là avec nous jusqu'au bout. Si j'avais une chose à retenir et puis à mettre en avant, c'est le sujet de la coopération. Je trouve que c'est extrêmement fort et marqué l'état d'esprit dans lequel chacun est, qui est de dire comment est-ce qu'on embarque son écosystème dans cette dynamique de transformation. Et donc, voilà, c'est ce avec quoi je repartirai, le mot coopération. Donc, merci à tous et très belle soirée. Merci Audrey. Je continue au hasard avec ma souris. Jean-Sébastien, c'est tombé sur toi, si tu veux bien. Merci à tous, merci de l'invitation, merci de m'avoir écouté pour vos questions. Très rapidement, dans un monde complexe, perturbé, incertain, VUCA comme diraient les autres, l'approche EFC est un vrai cadeau pour mettre en place des choses extrêmement concrètes pour prendre soin de la planète et des hommes. Donc, allez-y, quoi. Merci beaucoup. Glenn, si tu veux bien. Yes, je dis à peu près la même chose que Jean-Sébastien, ça c'est clair que c'est une super opportunité et le sujet coopération est un vrai truc, il faut qu'on apprenne à bosser ensemble, c'est pas simple, avec des gens différents, des intérêts qui sont souvent, qui peuvent être divergents, mais en fait on a quand même un intérêt commun, c'est qu'on soit bien sur cette planète, heureux et qu'on ne foute pas tout en l'air pour nos enfants, donc il y a un vrai enjeu et donc on doit chacun prendre notre part. Et il faut accepter de se planter, il faut accepter de ne pas faire tout bien du premier coup. Et voilà, faut le faire ensemble. C'est une super opportunité. Merci Glenn. Aurore, si tu veux bien. Moi, j'ai vraiment trouvé super tous les intervenants. Je leur remercie pour leur enthousiasme et leur énergie qui est vraiment communicative.
Et moi, j'ai vraiment envie que ça soit ici, maintenant, au Finistère, que vraiment les choses prennent forme. Et je pense qu'on va tout faire au nom des RO pour que les coopérations se mettent en place et qu'on arrive vraiment à aller vers ça qui fait sens pour nos entreprises, pour la pérennité de nos entreprises, pour la planète. Donc voilà. Merci Aurore. Ronan? Oui, déjà, effectivement, je remercie aussi les intervenants. Et puis, je remercie Immatera d'avoir organisé ce moment. Je pense que moi, ce que je retiens, c'est d'abord que le changement, il vient. Alors, je suis désolé pour la lumière, mais là, ce n'est pas un studio. Voilà, c'est que le changement, il vient parce qu'il y a une volonté de changement. Et ensuite, on a besoin de tout un tas de modalités d'accompagnement et que le conseil, l'accueil et la coopération font partie des modalités d'accompagnement et que tout ça, ça fait un tout. Et comme je l'ai dit en introduction, moi, je pense qu'il y a à la fois une nécessité, une opportunité et une envie à impulser des changements. Donc oui, je pense qu'on peut voir à prolonger la discussion et prolonger la réflexion très rapidement. Merci. Merci beaucoup. Qui n'a pas parlé? Sandrine. Alors oui, déjà, effectivement, comme tout le monde, merci à tous et pour ces interventions et pour toute cette organisation. C'est vrai que la coopération est le mot qui reste. Et puis, ces témoignages montrent aussi que c'est, je dirais, faisabilité. On est finalement dans des changements qui peuvent être opérés et les témoignages l'ont démontré. Donc maintenant, il faut y aller et s'accompagner comme il faut, s'entourer des acteurs peut-être nécessaires, mais en tout cas, c'est tout à fait faisable. Et, voilà. Okay. Merci Sandrine. Rosine? Rosine, elle n'a pas remis son écran tout à l'heure. Je ne sais pas si elle est toujours là. Rosine, est-ce que tu nous entends? Non. Eh bien, tant pis pour Rosine. Avant de passer la parole à Sébastien, je veux juste vous remercier toutes et tous, autant dans la co-organisation, Jean-Sébastien, Glenn, Mathias en tant que témoin, Sébastien pour ce que tu as pu partager aussi. Merci à chacun, à chacune d'avoir joué le jeu des questions-réponses qui ont été tout à fait pertinentes. Et moi, je repars avec une petite pointe de chauvinisme. Je me dis, voilà, dans le Finistère, il y a toujours des pionniers qui montrent un peu le chemin et qui montrent un peu la voie. Et là, je crois qu'on a vraiment toutes les conditions qui sont réunies avec tous les acteurs qu'il faut. On a tout l'écosystème pour avancer ensemble avec celles et ceux qui le souhaitent. Et comme vous l'a dit Sébastien, puis j'ai mis un petit lien pour celles et ceux qui voudront y aller. On mettra des choses en place. Donc, je repars avec beaucoup d'enthousiasme et une énergie positive. Voilà, je vous remercie. Et Sébastien, je te laisse conclure. Si tu veux bien. OK. Vous avez beaucoup conclu sur coopération et je pense que c'est pas un hasard parce que la Bretagne et le Finistère est une vraie terre de coopérateurs et de coopération. C'est pas pour rien que les plus grandes coopératives françaises, voire européennes, sont nées et se sont développées à partir de la Bretagne. On avait des gens du Nord et je pense que le Nord est aussi un territoire de solidarité par excellence. Et je pense que ce sont des valeurs qu'on retrouve dans l'EFC. Je sais qu'on a un réseau en Bretagne très dynamique aussi sur le plan de l'économie sociale et solidaire, l'ESS. Il y a des ponts, il y a des liens qui se font aussi sur ces entreprises qui sont parfois extrêmement innovantes d'un point de vue social, sociétal. Elles ne font pas de bruit, elles le font dans leur coin, mais je voulais souligner leur travail aussi ce soir. Et voilà, j'allais dire l'aventure continue parce que c'est une belle aventure et ravi de nos échanges de ce soir. Et je vous dis bon vent, prenez soin de vous et à très vite.